Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Grand Dialogue de ce mardi 1er novembre. Depuis un certain temps, certains pays africains se retirent de la Cour pénale internationale, le Burundi, la Gambie, l'Afrique du Sud. Le débat fait rage quant au retrait d'autres pays qui pourront éventuellement suivre. Le motif, la CPI serait une justice à 2 poids 2 mesures qui s'acharne plus sur les Africains selon certains. L'Association malienne des droits de l'homme et plusieurs organisations membres et partenaires de la FIDH, dans une déclaration, ont déploré le retrait de la Cour pénale internationale des pays concernés. Comment fonctionne l'institution ? Quels sont les motifs de ce retrait de certains pays africains ? D'autres pays africains pourront-ils suivre ? Nous répondrons à ces quelques questions et à d'autres avec nos invités qui sont Dr Diakari Poudjougou, il est professeur de droit à l'Université de Bamako. Aguissa Ag Mohamed de la coalition malienne pour la CPI sera très bientôt avec nous. Mamedi Diarra, il est président de l'association Méritocratie, et Saloum D. Traoré, le directeur exécutif de Amnesty International Mali et le président du réseau des droits humains. C'est bien cela. Merci. Je suis réseau de défenseurs des droits humains. Merci. Je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Noundjire. Le grand dialogue. Merci et bienvenue. Selon leur site, la Cour pénale internationale mène des enquêtes et le cas échéant juge les personnes accusées de crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Les génocides, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie n'ont toutefois pas la même lecture puisqu'ils se sont retirés de la CPI. D'autres pays comme les États-Unis, la Chine ou la Russie n'ont jamais été membres justement de la CPI. Saloum Traoré, vous êtes le directeur exécutif de Amnesty. Comment on peut expliquer? Qu'est-ce que c'est que la CPI déjà pour nos auditeurs? Merci bien. Je commence par dire bonjour à vos auditeurs. Et je veux dire que la CPI, c'est un organe, un organe anorme. C'est déjà pour vous dire un peu ma coloration par rapport à la CPI. C'est un organe qui a été instauré pour pouvoir venir en aide aux faibles. Parce que c'est la CPI qui permet de juger ces chefs d'État dont le pays ne peut pas ou ne peut pas les amener à la justice. Donc nous pensons que pour la CPI, nous avons fait un grand travail ici. Je me rappelle que nous avons fait signer des milliers et des milliers de pétitions, même pour la création de la CPI. Et nous allons rester aux affûts ici pour pouvoir continuer à défendre la CPI malgré tout ce que les gens en pensent. Merci beaucoup. À présent, je m'adresse au docteur Diakari Poudjougou, professeur de droit. Dites-moi, docteur, en quoi est-ce que la CPI diffère justement de nos juridictions qu'on a, par exemple, au Mali? Alors, la CPI, c'est une juridiction pénale internationale, donc elle a une dimension internationale. Ça, c'est la première différence. Et la CPI est complémentaire. Elle n'est pas là pour remplacer les juridictions nationales. Elle a une complémentarité, donc ses domaines d'action sont aussi limités. Tout à l'heure, vous avez cité les crimes dans lesquels elle intervient, les crimes de guerre, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, mais aussi les crimes d'agression, très bientôt. Donc c'est une cour qui est internationale. Donc est-ce qu'elle est limitée déjà de par ses prérogatives? Elle est limitée. Elle est limitée en ce qui concerne ses compétences, puisqu'elle n'est pas compétente pour tous les crimes internationaux, mais uniquement les crimes qui ont été définis par les États, donc par le statut de Rome qui a institué le tribunal. Donc, je prends l'exemple des crimes environnementaux qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour pénale internationale, mais qui sont une réalité, les crimes environnementaux, les crimes économiques et d'autres. Voilà. Merci. Mamedi Diarra, vous êtes le président de l'association Méritocratie. Est-ce que vous êtes d'accord un peu avec ce qui a été dit ici par rapport à la CPI? Sinon, comment définiriez-vous, vous, la CPI? Bonsoir tout le monde. En fait, pour moi, la CPI est juste une institution
qui, en quelque sorte, bloque, je dirais, notre idée de panafricanisme. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, nous ne pouvons pas prétendre au panafricanisme, nous ne pouvons pas prétendre, je dirais, à l'indépendance en s'appuyant sur des... Cela sous-entendrait qu'on n'est pas indépendant. Techniquement, officiellement, on est indépendant. Oui, officiellement, on est indépendant, mais ça, c'est juste sur papier. On est indépendant, mais dans nos actes, voilà quoi. Nous ne sommes pas indépendants. Nous avons besoin... je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons juger nos présidents nous-mêmes. Que ce soit nos présidents ou tous ceux qui commettent des crimes. Vous pensez que le Mali aurait pu juger par exemple Al-Faki, le terroriste Al-Faki qui aurait détruit entre autres les mausolées de Tombouctou par exemple? Bien sûr, nous avons jugé Moussa Traoré. Nous pouvons bien sûr. Il faut faire confiance à soi-même. Aujourd'hui, je pense que nous devons nous démarquer de tout ça, de toutes ces idéologies comme quoi nous sommes faibles. Nous devons être aujourd'hui indépendants, sincèrement. Donc aujourd'hui, je pense que nous devons quitter la CPI. Non seulement parce que... Quand vous dites nous, vous parlez du Mali? Non, de l'Afrique, moi je parle de toute l'Afrique. Moi je suis pour un retrait collectif et définitif. Alors, le président Alassane Ouattara l'a rappelé il n'y a pas si longtemps que ça. On n'a pas adhéré ensemble à la CPI. Alors pourquoi se retirer tous ensemble? C'était son Oui, problème. parce que nous sommes tous pour une Afrique unie. Donc si nous sommes pour une Afrique unie, il faut qu'on sorte de la CPI ensemble. Déjà, il y a des pays qui ont commencé. Donc je pense que voilà, effectivement. Donc, ça viendra petit à petit. D'accord. Cela m'amène justement, Saloum Traoré, à vous poser cette question que j'ai posée tantôt à M. Diarra. Est-ce que le Mali avait les compétences pour juger Al-Faki? Bon, le Mali a les compétences pour juger pas seulement Al-Faki. Il vient de rappeler que nous avons jugé le président Moussa Traoré. Mais seulement, il faut reconnaître que la situation qui prévaut actuellement n'est pas favorable à juger des gens comme Al-Faki. Nous sommes menacés, nous sommes au centre du terrorisme et tout ce qui se passe. Donc, il était vraiment mieux que Al-Faki soit jugé de l'autre côté. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas ou nous ne voulons même pas, mais seulement c'est que actuellement, eh bien, l'atmosphère qui prévaut dans le pays ne se prête pas à ça. Et puisqu'il faut rapidement faire un geste, montrer que les violations des droits humains ne peuvent pas rester impunies, je pense que nous avons choisi... Est-ce que vous pensez que c'était juste symbolique, le fait d'envoyer Al-Faki à La Haye? Bon, ce n'est pas... Je ne peux pas dire que c'est simplement symbolique, parce que quand même, ça montre quelque chose, ça montre une volonté en tout cas de pouvoir éviter l'impunité. Mais la Cour pénale internationale, comme le docteur l'a dit, c'est une cour qui est extrêmement limitée et il ne peut pas s'occuper de tous les crimes et autres là. Donc, des crimes comme la destruction des patrimoines, c'est quand même important que ça soit amené maintenant par les temps qui courent à la CPI. Merci. Docteur Poudjougou, justement, comment fonctionne la CPI? Est-ce qu'elle s'auto-saisit des dossiers? Il y a plusieurs modes de saisine de la Cour. Il y a la saisine par le procureur lui-même, qu'on appelle la saisine in proprio mutuo. Il y a la saisine par l'État partie, l'État signataire, et c'est le cas du Mali. Et c'est également le cas d'autres pays comme la République démocratique du Congo, qui ont eux-mêmes fait appel à la Cour pour venir enquêter sur les crimes qui auraient été commis sur leur territoire. Il y a ensuite la saisine par le Conseil de sécurité, en évoquant le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Pour des questions de paix et de sécurité, la Cour peut être saisie par le Conseil de sécurité. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire libyenne. Donc voilà les trois modes de saisine de la Cour. Et cela me pousse à répondre déjà à ce qui vient d'être avancé, parce que
la Cour ne s'est pas toujours autosaisie. D'ailleurs, le procureur et le Conseil de sécurité ont rarement saisi la Cour. Dans la majorité des cas, ce sont les États signataires qui ont eux-mêmes fait appel à la Cour pour venir enquêter, saisir. Donc voilà les 3 modes de saisine de la Cour. Merci. Mamedy Diarra de Méritocratie, un pays comme les États-Unis qui ne fait pas partie, par exemple, de la CPI, est-ce que pour un crime quelconque, par exemple, je donne à titre d'exemple, est-ce que c'est possible justement que la Cour puisse juridictionnellement travailler dans un pays comme cela, comme les États-Unis qui ne font pas partie de la CPI? Non. C'est pas possible. Docteur, c'est pas du tout possible. Comment est-ce que la Cour justement peut voir dans une partie du monde où il y a eu des crimes contre l'humanité, c'est un exemple, est-ce que la Cour peut justement intervenir même si le pays n'est pas signataire même si le pays n'adhère pas à la CPI? Cela est possible si le Conseil de sécurité défère la situation devant la Cour, toujours au nom de la paix et de la sécurité internationale. Donc cette possibilité existe. Merci. Saloum Traoré de Amnesty International Mali, dites-moi, certains pays africains commencent à se plaindre. Alors on dit quand même que sur 10 dossiers, 9 sont africains. Alors comment expliquer cela? Très bien, c'est pour te montrer que c'est pour justement nous montrer que la Cour est vraiment nécessaire. Vous l'avez dit vous-même tout de suite là. C'est-à-dire qu'il y avait environ quelque chose comme 7 cas devant la Cour. Et sur les 7 cas, il n'y avait que 2 cas seulement qui ont été référés par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s'agit le cas du président du Soudan et de Taganda du Congo. Tout le reste, ce sont les pays africains qui ont choisi librement d'aller à la Cour. Donc on ne peut pas accuser la Cour, ça n'a pas été dit, mais je sais que ça va être dit, on ne peut pas accuser la Cour de s'intéresser seulement à l'Afrique, de s'intéresser seulement, etc. La Cour est là-bas, c'est les Africains qui sont partis à la Cour. La Cour n'est pas venue aux Africains, même si la Cour peut venir aux Africains. La Cour a attendu et c'est les Africains qui sont partis à la Cour. Donc on ne peut pas de là dire que la Cour a été créée pour l'Afrique, parce que finalement c'est ce qu'on entend, et il y a des pays comme la Gambie, etc., qui n'ont jamais respecté les droits humains. D'ailleurs moi j'ai beaucoup de plaintes contre la Gambie. La Gambie, il y a une cour très importante africaine qui se trouve en Gambie, mais la Gambie refuse complètement de respecter les droits humains. On tue les gens par-ci par-là, on assassine par-ci par-là, on misère la presse, on fait tout en Gambie. Et moi, j'avais même dit que c'est une très mauvaise chose qu'on garde encore la Cour africaine en Gambie. Merci. Alors, quelques secondes de pause, nous reviendrons pour la suite de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Restez connectés avec nous, vous suivez le grand dialogue du studio Tamani qui se pose la question pourquoi, à savoir pourquoi certains pays africains se retirent de la CPI. Mamedy Diarra, vous êtes donc le président de l'association Méritocratie. Dites-moi, est-ce que vous avez l'impression parfois que c'est une justice à 2 vitesses à la CPI? Oui. Parce on l'a dit tout à l'heure, sur 10 dossiers, 9 sont quand même africains. Oui, c'est pourquoi, je crois en 2011, Paul Kagame accusait la CPI d'être seulement une cour qui s'intéresse aux cas africains. C'est-à-dire comme si c'était une cour qui a été créée pour satisfaire les besoins des pays puissants, comme les États-Unis. Ils ne font pas partie de la cour. Mais nous savons tous qui sont derrière tout ce qui se passe chez nous. Vous voyez bien. Ce sont eux qui provoquent des guerres chez nous. Vous voyez bien. Donc ce sont ces guerres-là qui poussent généralement nos présidents à se maintenir au pouvoir. Mais la guerre en Yougoslavie, quand on a jugé Milosevic, quand la Cour a jugé Milosevic, est-ce que c'était aussi dans ce cas? On voit à ce moment-là qu'un chef d'État européen ou un ancien chef d'État européen a quand même été traduit devant la CPI. Oui, mais depuis, on a comme l'impression que la Cour ne vise que l'Afrique désormais.
Vous voyez bien. Mais au fait, le problème se situe où? Moi, je me demande parfois pourquoi il y a trop de polémiques autour de cette question-là. C'est nous qui avons adhéré à la CPI. Et aujourd'hui, quand on veut se retirer, ça fait parler. Je ne comprends pas pourquoi. Vous voyez bien. Donc je pense aujourd'hui que si les pays africains ont pris l'initiative de se retirer de la Cour pénale internationale, c'est parce que la Cour pénale a montré ses incompétences. Vous voyez bien. Et j'ai lu un dossier récemment qui dit que depuis la création de la CPI, le cas, récemment ils ont dit, je dirais bien, ils ont traité le dossier du président kenyan comme non-lieu. Vous voyez bien? Le président kenyan qui a demandé d'ailleurs le retrait à l'Union africaine de tous les pays africains de la CPI. Oui. Voilà. Donc, je pense que bientôt, tous les pays africains vont se retirer. Et c'est mon souhait le plus... Et bientôt, nous allons même interpeller notre président de la République. Mais qu'est-ce que vous reprochez justement exactement à la CPI? Moi, je reproche à la CPI, un premier temps, moi, je veux que les pays africains se montrent indépendants, qu'ils soient indépendants des institutions étrangères. Est-ce que vous pensez que la Cour, justement, n'eût été la CPI, est-ce que vous pensez que Laurent Gbagbo, surtout avec la tension qui existait en son temps en Côte d'Ivoire, aurait pu être jugé en Côte d'Ivoire? Même s'il n'aurait pas pu être jugé en Côte d'Ivoire, il aurait pu être jugé dans un autre pays africain. Moi, je suis contre les politiques impérialistes. Parce donc que vous jugez que la CPI, justement, mène une politique impérialiste? Oui, bien sûr. Cela tombe bien, on vient de recevoir tout de suite dans ce studio Aguissa Ag Mohamed de la Coalition malienne pour la CPI. C'est bien cela? Tout à fait. Merci, bienvenue Aguissa. Alors, vous l'entendez, est-ce que vous avez l'impression que la Cour, la CPI, mène une politique impérialiste? Quand on voit surtout que sur 10 dossiers, 9 dossiers quand même se penchent sur des cas africains. Bon, moi je respecte l'avis de ceux qui pensent cela, mais moi je suis de ceux qui pensent que l'avènement de la CPI est une opportunité, et surtout pour les États faibles. Si je prends des États faibles, la plupart de ces États qui ont ratifié le traité de Rome institué à la Cour pénale internationale sont de l'Afrique. Et les États faibles, ils sont des États africains essentiellement. Donc moi je pense que sa politique elle est salutaire, elle va en droite ligne avec la promotion de la lutte contre l'impunité. Parce que quand même, quoi qu'on reproche à la CPI, si quelqu'un n'a pas commis des infractions les plus graves, moi je ne pense pas si la CPI va aller quand même à sa recherche. Donc moi je considère... Donc vous pensez que la CPI est une justice pour les faibles? C'est une justice au bénéfice des victimes, au bénéfice des pauvres, parce qu'avant l'avènement de la CPI en Afrique noire francophone, on a assisté quand même au temps de l'époque dictatoriale, n'est-ce pas, où on massacre des individus, n'importe comment massacre un chef d'État soit inquiété. Aujourd'hui, à travers la CPI, on sait que même un chef d'État aujourd'hui, il ne peut pas quand même commettre certaines infractions. Il doit réfléchir avant quand même d'ordonner, n'est-ce pas, certaines mesures, parce que la qualité officielle elle est inopérante devant la Cour pénale internationale. Merci. Docteur Poudjougou, dites-moi, quelle pourrait justement être la conséquence pour ces pays qui ont quitté aujourd'hui la CPI? Je parle notamment du Burundi, je parle de l'Afrique du Sud et de la Gambie. Alors, il est important de préciser que le statut de Rome, le statut qui a institué la Cour pénale internationale, prévoit la possibilité pour l'État partie de se retirer. Mais il y a des conditions. L'État reste lié par les engagements, notamment quand la Cour a déjà commencé à enquêter sur certains cas. Donc l'État doit continuer à coopérer avec la Cour. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, lorsque nous revenons au droit international général, précisément au droit international des traités,
Nous avons 2 conventions principales qui régissent le droit international des traités, qui disent que l'État, lorsqu'il se retire d'un accord international, restera lié aux autres principes du droit international général. Et aujourd'hui, on a le principe de jus cogens, des normes impératives du droit international. Qu'ils soient liés par le statut de Rome ou pas, ces États ont l'obligation internationale de lutter contre l'impunité. Ce que l'Union africaine a reconnu, ce que les éminents juristes africains ont reconnu. Donc il y a toujours le devoir de lutter contre l'impunité qui pèsera sur ces États. En se retirant du statut de la Cour pénale internationale, ce n'est pas une échappatoire, ce n'est pas une manière de s'échapper, ils seront toujours rattrapés. Merci Saloum Traoré. Est-ce qu'il y a justement un risque que d'autres pays... Moi j'ai pensé que le Kenya allait être le premier pays à se retirer, ou le Soudan, où El-Béchir aussi également a eu quand même des problèmes, ou continue à avoir des problèmes avec la Cour. Mais à ma grande surprise, c'est d'autres pays, la Gambie, l'Afrique du Sud et le Burundi qui quittent la Cour. Alors, est-ce qu'il y a un risque que d'autres pays, justement, d'autres nations africaines quittent aujourd'hui la CPI? Bon, je pense qu'il y a des pays qui peut-être pensent à quitter la CPI, mais je pense que les pays réfléchissent. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est un mouvement qui a commencé, mais moi je présume que ça ne va pas aller loin, parce que les gens vont comprendre. On ne peut pas continuer à garder les gens dans l'obscurantisme en parlant d'impérialisme, en parlant de panafricanisme, en parlant etc. On est dans un monde global maintenant. Mais on est quand même d'accord qu'il y a énormément de cas d'Africains qui sont jugés à la Cour. Il y a l'Amérique du Sud, il y a l'Asie, mais pourquoi ça tombe toujours sur l'Afrique? Pourquoi est-ce que c'est seulement des Africains, des dirigeants africains essentiellement qui sont aujourd'hui traduits devant la Cour? Pourtant, il y a des problèmes dans d'autres parties du monde. Je te dis que ça il y a des exactions un peu partout. Je dis que ça dans ne le monde. tombe pas sur l'Afrique du tout. Il n'y a pas que l'Afrique. Rien n'est tombé sur l'Afrique, c'est l'Afrique qui est partie à la Cour. C'est ça, il faut qu'on soit très clair aussi. C'est-à-dire que, je l'ai dit tantôt, la Cour n'est pas venue dire, bon, écoute, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, je viens forcément m'intéresser à votre cas. Ce sont les Africains qui sont partis. Pour le cas de la Côte d'Ivoire d'ailleurs, la Côte d'Ivoire est partie avant même de signer le traité de Rome. Avant même de ratifier ils sont partis parce qu'ils ont trouvé qu'ils étaient comme il a dit Aguissa, ils étaient en ce moment un pays faible qui est en train de sortir de la crise et qui ne peut pas juger directement ses autorités. Et puisque de toutes les façons, il ne faut pas garder l'impunité, il ne faut pas faire en sorte que les gens tuent les gens, que les gens fassent toutes sortes de violations et qu'ils restent là sans être punis, alors ils ont été à la Cour. La Cour va rester tant que nous allons avoir des pays faibles qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas juger leur chef d'État, ou alors lorsque les pays continuent à garder dans leur système juridique des situations qui ressemblent à des violations des droits humains. Dans un pays comme la Gambie, quel est le pouvoir de la Cour aujourd'hui? Est-ce que la Cour peut faire une quelconque pression sur le président gambien, par exemple? Est-ce que la Cour a ce pouvoir? Bon, non, la Cour n'a pas pouvoir de venir s'imposer comme ça. Mais ce qui est très certain, c'est que le président gambien, il peut très bien être poursuivi par la Cour. Étant donné même le nombre de personnes qu'il exécute, étant donné même sa façon de gérer ce pays-là depuis des années. Mais on a vu au Soudan que le président El-Béchir est poursuivi depuis un certain nombre d'années. Ça change quoi? Non, mais écoute, finalement, c'est simplement parce que les autres ne jouent pas franc jeu. Vous savez, une fois que vous adhérez au traité de Rome, vous êtes obligé d'extrader quelqu'un qui est poursuivi par la Cour s'il venait à être dans votre pays. Vous êtes obligé. Donc tout pays, comme par exemple sur le cas de l'Afrique du Sud, tout pays qui reçoit quelqu'un qui est poursuivi par la Cour doit obligatoirement donner cette personne à la Cour. Et si vous ne faites pas ça, vous enfreignez à la règle. Et c'est ce qui est arrivé l'autre jour avec Hassan qui s'est transporté en Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud, au lieu de reconnaître qu'elle a commis une grave erreur en n'arrêtant pas El-Béchir, a préféré dire je me retire de la Cour.
Mais elle n'a qu'à se retirer de la Cour. Ce n'est pas grave. Comme le professeur l'a dit, retirer de la Cour ou non, désormais, les défenseurs des droits humains sont engagés à faire en sorte qu'il n'y ait plus d'impunité. Merci. Aguissa Ag-Mohamed de la coalition malienne pour la CPI. Est-ce que le retrait de certains pays, justement, de la CPI n'est pas un peu une prime à l'impunité? Bon, moi je pense que mes prédécesseurs ont été clairs sur la question. Lorsqu'il y a les questions de justice, la morale internationale, lorsqu'il y a la violation massive des droits de l'homme, un pays ratifie les traités ou pas, ça ne change à rien. N'est-ce pas? Partout où il y a l'impunité et que le système national, n'est-ce pas, dans le cadre du principe de subsidiarité, la Cour peut exercer sa compétence à l'égard des auteurs de ces crimes. Distinction vraiment aujourd'hui, quel est le pouvoir réel de la Cour? On voit par exemple que les pays forts comme les États-Unis, la Chine, la Russie n'ont pas adhéré au traité de Rome. Donc est-ce que quelque part ça ne va pas pénaliser justement le pouvoir et diminuer le pouvoir de cette Cour-là? La Cour elle est souveraine et elle est puissante, mais il faut reconnaître que la justice internationale elle est lente, n'est-ce pas? Ces États aujourd'hui qui se tapent, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'ils se reprochent? Pourquoi est-ce que ces États-là ne veulent pas? Ils continuent à marteler que c'est un magnifique instrument, mais pourquoi ils n'y adhèrent pas tout simplement? Bon, pour le moment, ils n'ont pas adhéré, mais ça peut se faire dans l'avenir. Et ça n'empêche ces États, un jour, les dirigeants de ces États peuvent répondre devant la Cour pénale internationale. Et ce qui est un peu le problème de la justice pénale internationale, c'est sa lenteur, n'est-ce pas? Mais elle est efficace parce que tôt ou tard quand même, ces dirigeants qui ont commis des exactions présumées pourront un jour tôt ou tard répondre. Si on dit aujourd'hui les États-Unis qui sont d'ailleurs parmi les premiers à pousser les États africains à ratifier les traités, se sont retirés. Un jour, lorsqu'ils sont plus puissants, moi je pense qu'ils vont répondre quand même. Et encore, monsieur le président Salim l'a dit, avec l'engagement de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme, ces dirigeants des États forts pourront un jour répondre devant la Cour pénale internationale. Bon, au niveau de ces faiblesses, il y a quand même les faiblesses d'ordre politique, n'est-ce pas, des immixtions du Conseil de sécurité, n'est-ce pas, et encore l'engagement de certains États bailleurs, n'est-ce pas. Mais tout ça là, ça rentre dans le cadre de ces limites, mais c'est une justice qui reste vraiment efficace. Merci. Docteur Poudjougou, dites-moi, un pays comme la Corée du Nord, ou on va dire la Chine, où il n'y a pas de démocratie en somme, est-ce que la Cour peut justement, quel est le moyen de pression que la Cour peut avoir sur des dirigeants forts comme ça? Alors, la Cour n'est pas une baguette magique. Il faut quand même préciser que la Cour a un mandat très précis. La Cour fonctionne dans le respect du droit international, qui est un droit consensuel. Pour qu'on puisse appliquer un traité à un État, il faut qu'il soit partie. Ça, c'est un. Et c'est vrai, en utilisant la saisine du Conseil de sécurité, cela pourrait être possible. Mais même là, je corrige plutôt, si vous me le permettez, la phrase de Aguissa qui dit que la Cour est forte. La Cour pénale internationale n'est pas encore forte. On souhaite qu'elle le devienne. Elle est encore assez jeune. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il faut jouer à un jeu de contrebalancier. Officiellement, la Cour existe depuis 2001. 2001 seulement. C'est petit quand on voit que les premières initiatives d'une Cour pénale internationale permanente datent de plusieurs siècles. Et donc, il ne faut pas se presser. C'était depuis 1400. Donc, le 15e siècle. Et la Cour a à peine une décennie. Il lui faut du temps pour être forte. Est-ce que vous avez l'impression que les États forts, justement, qui outillent, en gros, en somme, cette Cour-là, aujourd'hui jouent franc jeu? Puisque certains d'entre eux ne font pas partie, justement, de la CPI. Dont les États-Unis d'Amérique, la Russie et la puissance du monde qui n'en fait pas partie. C'est un peu gros, quand même. Il est important, quand même, de souligner que si une puissance comme les États-Unis d'Amérique
n'est pas parti au statut de Rome, c'est que ce statut est important. C'est que la Cour fait peur. Elle a quelque chose de concret. Ce n'est pas pour rien. Et donc, ce qui est important, Aguissa a dit quelque chose qu'il n'a pas pu développer, qui est intéressant. C'est que la Cour, la justice est faite pour les faibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fort n'a pas besoin de justice. Il a intérêt à ce qu'il n'y ait pas une justice. Il aimerait avoir la liberté d'agir sans avoir de contraintes. Or, le faible veut être rétabli dans son droit. Et donc, c'est dans l'intérêt du faible qu'il y ait une justice. Voilà pourquoi les puissants cherchent à ne pas adhérer au statut de Rome. Donc, nous, Africains, qui sommes faibles, avons intérêt à ce qu'il y ait une justice. C'est comme la question des Nations Unies. Certains, après la guerre en Irak, se sont dit, mais il vaut mieux s'en débarrasser. Mais sans les Nations Unies, ça sera les mains libres pour les puissances. Ce sont les puissances qui vont gagner s'il n'y a pas de droit, s'il n'y a pas de justice. Merci. Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour continuer cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Merci de rester connecté au Studio Tamani. Vous suivez le grand dialogue du Studio Tamani qui se penche sur la CPI et les raisons pour lesquelles certains pays africains quittent la CPI. Saloum Traoré de Amnesty International Mali souhaitait réagir. Oui, ce que je voulais dire à la suite du professeur Podjougou, c'est que il y a certains pays qui n'ont pas besoin de la Cour. Les pays où la démocratie marche correctement, les pays qui respectent les droits de leur peuple, n'ont pas besoin de la Cour pénale internationale. La France, par exemple, n'a pas besoin d'aller à la Cour parce que combien de fois le président français, comment il s'appelle l'ancien président français là, Chirac a été entendu. Non, je parle de Sarkozy. Combien de fois il a été entendu? Combien de fois? Alors, vous l'avez dit, le Mali a jugé Moussa Traoré. Dites-nous, justement. Le Mali a parlé de jugement de Amadou Toumani Touré. Il y a la haute cour de justice au Mali. Je suis en train de vous dire que je suis très fier du Mali, justement, pour avoir pu juger leur président. Mais dites-moi, combien de pays africains ont pu juger leur président? Maintenant, de l'autre côté, tu vas en Europe. Les présidents, les ministres, etc. savent très bien que s'ils violent les droits de leur peuple, ils vont être jugés. Donc c'est nous qui avons besoin de la Cour. Donc maintenant, on est en train d'essayer de... Justement, est-ce que la CPI ne peut pas nous aider justement à trouver des rouages juridiques dans nos pays pour arriver à bout de ce manque d'institutions qu'il y a chez nous pour pouvoir juger certains responsables au placé? Comme le procès l'a dit, la CPI est une cour complémentaire. La CPI nous aide nous-mêmes. Avant même d'aller à la CPI conseille nos gouvernements pour voir comment on peut assainir le système judiciaire, faire en sorte que nous puissions être vraiment, comment dirais-je, par exemple, des pays où il y a la peine de mort, des pays où il y a la torture, etc., etc. Eh bien, la peine de mort existe dans certains États américains. Hein? Non, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de problème pour la majorité des pays américains pratiquent la peine de mort. Mais seulement je vais vous dire que nous, en tant que défense des droits humains, nous ne classons pas les pays en matière de qui viole, qui ne viole pas, mais nous reconnaissons qu'il y a un certain nombre de pays qui n'ont aucun respect pour les droits humains. Les Américains, ou disons l'Amérique, les États-Unis, la Chine, et même la Russie sont des pays où, ils n'ont aucun respect pour les droits humains. Non. Vous l'avez entendu justement, qu'est-ce que vous pensez, Mamedi Diarra, de méritocratie? Est-ce qu'on peut trouver un moyen de pression sur des pays forts comme ça? Oui, la CPI ne peut pas avoir le moyen de pression sur ces pays-là. Mais est-ce que la CPI ne pourrait pas éventuellement aider les pays faibles à développer justement des astuces juridiques, les outiller de suffisamment d'instruments pour pouvoir être forts juridiquement et juger les prétendus coupables? Dans leur pays? Oui, c'est possible. D'ailleurs, aujourd'hui, pourquoi le peuple africain demande à ce que Sarkozy soit jugé
Parce que ce sont des gens, vous disiez que ce sont des États forts qui n'ont pas besoin de la Cour. Alors que ce sont des États forts, c'est vrai, ils respectent le droit de leur peuple, mais eux, ils ne nous respectent pas. Ils viennent faire des guerres chez nous. Et aujourd'hui, nous voulons que les Sarkozy et les George Bush qu'ils soient jugés, mais ils ne font pas partie de la CPI. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes des États faibles, des citoyens faibles, des hommes faibles. Donc, il y a quel moyen aujourd'hui pour juger? Est-ce que c'est pas parce qu'on est justement faible qu'on fait partie de la CPI pour essayer de nous protéger un peu? Oui, parce que nous voulons rester faibles. C'est pourquoi nous avons adhéré à la CPI. Si nous voulons devenir grands, si nous voulons devenir forts, mais nous avons notre cour ici. Il faut tout simplement la valoriser. Je crois que c'est ça. Est-ce que une cour africaine justement pourrait éventuellement être une solution? Oui, bien sûr. Si nous conjuguons nos efforts, si nous donnons la main, je pense que voilà quoi, on peut arriver à faire quelque chose de grand en Afrique. Merci. Aguissa Ag-Mohamed de la coalition pour la CPI, est-ce que c'est réalisable? C'est pas utopique de penser à une cour africaine qui pourrait éventuellement se pencher sur les cas africains, puisque quand on a l'impression surtout que la justice est à deux vitesses, voici le résultat, ça pousse des à quitter la CPI. Est-ce que si on a aujourd'hui une cour africaine au niveau de l'Union africaine pour justement juger les crimes de guerre, les exactions en Afrique, est-ce que ce ne serait pas une éventualité? Bon, c'est une éventualité, mais à condition que cette cour fasse bien son travail, parce que la CPI est là, mes prédécesseurs l'ont dit, d'abord le juge national, il est le premier gardien des droits fondamentaux. C'est lorsque maintenant il y a quand même le dysfonctionnement, il y a le manque de volonté politique ou le manque de moyens d'un État que la CPI intervient, n'est-ce pas, pour ne pas dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Maintenant, c'est à revoir s'il y a une cour africaine, n'est-ce pas, qui doit substituer à la Cour pénale internationale. Est-ce qu'effectivement elle pourra juger les chefs d'État? Parce que la question africaine, sur ce plan, même la saisine de la Commission africaine des droits de l'homme, il y a beaucoup d'obstacles pour la saisine. Ce n'est pas très ouvert aux individus. Donc à ce niveau, moi, je n'ai pas trop confiance à la question africaine, bien vrai que même si c'est possible, moi vraiment, vu les sérieux... Vous restez sceptique? Oui, vu les sérieux des chefs d'État africains, je ne suis pas sûr s'ils pourront être à mesure de créer une cour qui pourra les juger. Merci. Docteur, oui, allez-y. C'est pas pour lui couper la parole. Et en fait, nos présidents africains qui sont, qui sont dans le viseur de la CPI, ce sont des présidents qui n'osent pas partir en Europe. Mais au fait, quand nous donnons une force, quand nous donnons la force à notre cour en Afrique ici, ces présidents ils seront obligatoirement jugés parce qu'ils sont obligés dans les jours à venir à aller dans d'autres pays africains. Kenyatta s'est rendu tout seul à la cour, hein? Au Kenya, le président s'est rendu tout seul à la cour. Il est parti pour son procès. Oui, c'est pour lui dire que quand la cour est en Afrique, je crois que ça donnera plus de force à la justice. Parce que aujourd'hui, ces présidents, ils ont peur d'aller en Europe. Les présidents qui sont poursuivis. Oui, il y a des présidents forts. Mais quand il y a la cour en Afrique, ils seront obligés, puisqu'ils font partie du siècle. Vous voyez bien? D'accord. Alors, docteur Diakari Poudjougou, dites-moi, comment est-ce qu'on peut arriver justement à convaincre ces pays forts? Parce qu'on a parfois l'impression que s'ils ne font pas partie, ces grandes puissances ne font pas partie de la CPI, ça va être très très difficile. Et c'est bien là que les États qui sont en train de vouloir se retirer se sont mal comportés. Parce que non, mais c'est quand même un exemple fort. Comme argument, ils ont, mais ces puissances n'en font pas partie. Pourquoi devrions-nous? C'est là, j'arrive. Et si vous me le permettez, je trouve que cette tentative de retrait du statut de Rome est assez clone, assez rigolo. Ça n'a pas de sens.
Parce qu'il est important de noter que ces États ne trouvent rien à reprocher au statut lui-même. C'est sur le fonctionnement. Et on ne peut pas attendre un changement tout de suite, ici et maintenant. Il faut attendre pour convaincre. Et nous avons vu que la position des États-Unis, de l'Amérique, a commencé à changer vis-à-vis de la Cour. Nous avons vu que Barack Obama, le président, s'est prononcé à parler de la Cour pénale internationale dans la saisine de la Cour dans l'affaire de la Libye. Saif al-Islam et autres, et Kadhafi. Donc les Américains commencent à venir vers la Cour. Parce que les puissances savent que c'est une question de temps. Pour un pays comme la Chine, ça va être plus difficile, je suppose. Ça ne sera pas difficile. Mais est-ce que ce n'est pas justement à l'avantage de la Cour d'avoir ces pays-là C'est clair que c'est dans l'avantage de la Cour d'avoir ces pays. Mais nous sommes en train de voir comment gagner ces pays. Ces pays, on les gagne en montrant de l'exemple. En poussant les autres pays à ratifier. Plus il y aura de ratifications, plus ces puissances se retrouveraient seules et seraient coincées, seraient donc obligées d'adhérer à la Cour. Il n'y aurait plus d'autres sorties. Mais si nous-mêmes nous quittons, parce que le débat on le fuit, la Cour n'est pas une Cour des Blancs, non, c'est une Cour africaine même, je dirais. Parce que le premier pays le premier État qui a signé et ratifié, c'est le Sénégal. Et avec les 124 ratifications, aujourd'hui, nous avons 34 pays africains qui ont ratifié. Et même dans la composition du personnel de la Cour. Mais c'est assez drôle. N'oublions pas que la procureure de la Cour actuellement, Fatou Bensouda, sa candidature a été défendue par l'Union africaine. Donc on ne peut pas dire que c'est une cour des Blancs ou de l'Occident. C'est une cour pour l'institution de laquelle l'Afrique a joué un rôle remarquable, un rôle inégal qu'il ne faudrait pas oublier. Et ce serait vraiment regrettable de rétrograder après autant de succès. Salim Traoré, dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, si les organismes de droits humains qui sont plus indépendants, surtout en Afrique, qui sont un peu plus indépendants, pouvaient justement s'autosaisir de dossiers qui pouvaient amener à la Cour? Bon, je dirais quand même que... Au lieu d'avoir des États qui puissent saisir la Cour, parce que dans le cas du Soudan, ce n'est pas demain que ça va arriver. Je dirais que pour les organisations de défense des droits humains, il s'agit d'accompagner les personnes dont les droits ont été violés. Donc, est-ce que ce n'est pas que nous allons aller justement donner le pouvoir au peuple? Mais c'est ça justement, c'est faire en sorte que le peuple puisse se sentir vraiment fort, que le peuple puisse sentir qu'il y a des gens qui s'intéressent et qui peuvent leur montrer le chemin pour aller à la Cour. C'est-à-dire que ce n'est pas aux organisations d'aller saisir la Cour, etc., mais les organisations doivent faire en sorte que le peuple africain soit informé et formé pour savoir exactement pourquoi il faut saisir la Cour. Eh bien, c'est pour diminuer l'impunité, c'est pour faire en sorte que les gens qui violent les droits ne puissent pas rester vraiment impunis. Donc, je pense que c'est vraiment une très bonne chose vraiment que nous puissions préserver cette cour-là. Et moi, j'invite tous les Africains à rester soudés derrière la cour. Ce n'est pas du tout une invention européenne. Et comme le professeur l'a dit, nous sommes les plus nombreux à avoir accepté la Cour depuis la base et nous sommes même dans la haute administration de la Cour, c'est nous qui sommes là. Et jusqu'à présent, la Cour, on n'a pas encore accusé la Cour d'aller forcer des pays africains à venir vraiment à mener des... Merci, voilà. Merci M. Traoré. Ceci donc met fin à notre émission d'aujourd'hui. On parlait des pays africains qui ont quitté la CPI et nous ont fait le plaisir d'être avec nous. Il s'agit du Dr Djakari Poudjougou, professeur de droit, Agui Saad Mohamed de la coalition malienne pour la CPI, Mamedi Diarra, président de l'association Méritocratie, et Saloum Traoré, directeur exécutif de Amnesty International Mali et président du RDDH. Merci, je suis Ousmane Diadje Touré à la présentation. Cette émission a été mise en onde par Nouhoun Diré. À la régie vidéo, vous avez Gagné Kanté. À demain pour une autre émission. Le
Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.